sans plus tarder avec notre deuxième présentation, j'accueille Maria-Josée Visconti, voilà, qui nous parlera de la perception olfactive, la ville au bout du nez. Je lui fais une petite présentation. Maria-Josée Visconti, diplômée de l'UDM, détient un baccalauréat axé sur la communication et la rédaction professionnelle. Actuellement, en tant qu'étudiante à la maîtrise en études urbaines à l'INRS USC Montréal, elle s'intéresse à la relation entre la perception olfactive et le développement du sentiment d'appartenance à un lieu. Je lui laisse la parole. Ça sent la bière ici, hein? On dirait qu'on est dans un bar, n'est-ce pas? Ah, mais attendez. Moi, je pense, là, que je sens une autre chose aussi, là. Ouais. Puis, à ce moment-là, là, je ne vais pas aller trop loin avec mes commentaires parce que je ne veux froisser personne, OK? On les laisse comme ça. Mais peut-être que vous ne sentez pas la même chose que moi. Puis c'est tout à fait normal, vous savez, parce que la question des odeurs, comme on dit en français, est tellement touchée, tellement personnelle et individuelle. Pensez 2 secondes à ça. Et si l'effet d'aimer un espace, un endroit, ou de le détester carrément, ne passait pas seulement par la question visuelle, mais aussi par nos narines? Autrement dit, l'effet d'aimer ou détester un endroit est aussi une question de pif. Ouais. Parce que la perception olfactive nous aide à percevoir les espaces dans lesquels nous vivons, les espaces que nous fréquentons. Et comment se passe celle-là? Et pourquoi je m'intéresse à ça? Bien, je vous raconte ma petite histoire personnelle. Ouais. Donc, moi, je viens d'Argentine, d'une famille de racines italiennes, très axée sur la bouffe et les partages. Oui, une de ces familles où il y a une maman qui cuisine tout le temps avec son tablier éternel, puis qui a toujours à la portée de la main un rouleau à pâtes, tantôt pour faire des pâtes, tantôt pour imposer ses idées. Donc, bref, quand j'étais petite, chez nous, là, ça sentait tout le temps la pizza, la sauce tomate, les basilics, les romarins, aussi les barbecues argentins faits au charbon de bois. Bref, tous ces odeurs composaient l'ambiance de mon enfance. Et plus tard, quand j'ai grandi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler en gastronomie et de connaître les odeurs de la cuisine française, de la cuisine mexicaine et de voyager un petit peu et de connaître dans tous ces pays que j'ai eu la chance de voyager, de visiter, de m'imprégner des odeurs de ces espaces. C'est le fun de voyager, hein? Je pense. En tout cas, tout le monde aime ça. Moi j'aime beaucoup ça. Je pense à l'odeur de la mer, des fois à l'odeur de la forêt, de certains espaces. Et aussi, pourquoi pas, nommer les ambiances urbaines qui sont aussi pleines d'odeurs différentes de nos ambiances, évidemment. Je suis sûre et certaine que pendant que je parle, vous avez toutes et tous des souvenirs d'enfance et des voyages qui vous sont marqués, qui défilent maintenant dans votre tête. C'est à travers toutes ces histoires que j'ai eu l'envie de savoir comment la perception olfactive contribue à la reconnaissance des espaces. Et je me suis intéressée à un projet de maîtrise à l'INRS pour savoir justement comment les odeurs interviennent dans notre reconnaissance des espaces, mais aussi à notre sentiment d'attachement à ces espaces, comment on développe ces sentiments. Donc, ça fait un bout de là que je parle de perception olfactive, mais qu'est-ce que c'est la perception olfactive? Il faut la définir. Donc, on va l'expliquer comme ça. La perception olfactive est une sensorialité chez l'être humain qui permet justement de reconnaître les odeurs des espaces, des choses, des personnes. Et comment fonctionne la perception olfactive? Bien, elle fonctionne par contact. C'est à travers notre nez, dans le fond, que ça se passe la plupart du temps. Puis, comment ça va fonctionner? Bien, il y a des odeurs dans les ambiances, des odeurs qui se trouvent, c'est des petites particules d'odeur, on va dire comme ça. Elles sont très légères, elles peuvent voyager dans l'air justement parce qu'ils ont une grande charge d'eau.
Donc, notre nez, par contact, va les capter et tout de suite, elles vont atteindre ce que j'appelle les centres de traitement des odeurs dans notre cerveau. Et c'est comme ça qu'à travers la perception olfactive, on va être capable de reconnaître cette information sensorielle. Donc, bien que je sois à la phase préliminaire d'analyse des données de mon projet de recherche, je peux quand même vous partager beaucoup d'informations intéressantes que j'ai apprises pendant, évidemment, mon travail de recherche et mes études pour la maîtrise. Une de ces choses-là, c'est que la perception olfactive est une question culturelle. Oui, vous et moi ne sentons pas de la même façon. Pourquoi? Parce que la question de la perception olfactive est très culturelle. Donc, on vient de cultures différentes. En plus, on a vécu toutes et tous des moments au cours de notre vie qui sont complètement différents. Donc, ces expériences personnelles plus notre culture jumelée fait en sorte qu'on a appris à percevoir et à détecter les odeurs de façon différente. Par exemple, comme vous voyez à l'image, la première image, il y a des gens qui adorent être dans des parcs, se promener là-dedans, puis sentir l'herbe fraîche. Puis il y a des personnes qui n'aiment pas ça, puis qui préfèrent être dans des véhicules de métro, sentir les odeurs plutôt mécaniques, chimiques, de l'huile, des parfums des personnes qui vont et qui viennent. Mais il y a d'autres qui disent non, moi, ce que j'aime, c'est me promener dans des rues achalandées, des rues commerciales où il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de cafés et des boulangeries. Comme vous le constatez, la question des odeurs est tout un monde et ça varie de personne à personne. Et même si on est capable de parler des odeurs, j'ai découvert aussi à travers ma recherche qu'on n'a pas un vocabulaire très développé pour décrire les odeurs. On peut les nommer, oui, mais je vais vous expliquer comment ça se passe. Quand on va être en contact avec une odeur, on va les percevoir et on va nommer la source olfactive, c'est-à-dire la chose qui dégage cette odeur. On va dire, par exemple, ça sent le citron, puis évidemment, on est en train de parler du citron. À la place de dire, je ne sais pas, quelque chose comme ça sent acidulé. Donc, ces mots-là ne viendront pas à l'esprit parce que notre vocabulaire est assez restreint pour décrire les odeurs. Et pourquoi cela se passe comme ça? Mais parce que la perception olfactive a été pendant des années une sensorialité laissée de côté. Elle a été considérée carrément une sensorialité animale, plutôt de l'ordre des choses qu'on ne peut pas toucher ni voir. Puis a toujours été comparée au visuel. Et vous savez, le visuel est l'essence par excellence qui domine chez l'être humain. Hein? On dit, on connaît les dictons, là, voir pour croire. Bon, c'est un peu ça qui arrive. Donc, c'est ça qui fait en sorte que, finalement, la perception olfactive a été laissée un petit peu de côté, puis son vocabulaire n'a pas été très, très développé. Une autre chose que j'ai appris pendant mes études, c'est que la relation entre odeur et espace, ça se passe aussi parce qu'on est capable de reconnaître des odeurs qui nous sont familières ou qui nous sont complètement étrangères. Je vous explique. Il y a des odeurs familières parce qu'on les connaît, parce qu'on est en contact avec ces odeurs constamment dans les endroits que nous fréquentons. Donc, ces odeurs, oui, on va les capter, on va les reconnaître, mais quelques instants plus tard, ils vont devenir inaperçus. En revanche, les odeurs étrangères vont déclencher une petite alarme dans notre cerveau, puis vont dire « Ah, non, ça, c'est pas comme les autres odeurs ». Et à ce moment-là, on va considérer peut-être ces odeurs comme des nuisances, quelque chose qui pourrait nous faire du mal. Puis, je profite de l'occasion pour vous dire que tantôt, je ne voulais froisser personne, OK? Voilà. Donc, exemple, vous êtes chez vous, puis vous êtes en train de faire la cuisine, et cette odeur, vous la reconnaissez, vous l'avez incorporée, donc vous l'aimez, ça passe après inaperçu. En revanche, vous ouvrez la fenêtre, il y a l'odeur de la cuisine de votre voisin, cette odeur rentre chez vous, se faufile chez vous, vous n'allez pas aimer ça probablement. Une autre situation, vous êtes dans la ruelle en train de marcher, puis tout d'un coup, soudainement, une odeur d'une popote quelconque intervient dans votre espace. Là, peut-être, vous allez être interpellé par cette odeur, parce qu'elle va déclencher un souvenir présent ou peut-être passé. Et je m'en allais parler justement de la relation qui existe entre la mémoire, notre mémoire, les odeurs, les espaces et les souvenirs. Pour les comprendre, il faut dire que
la mémoire ne fonctionne pas comme une liste d'épicerie. La mémoire fonctionne plutôt par référencement, c'est-à-dire elle va capter, dans ces cas-là, une odeur. Nous, on va être dans un espace donné à un moment donné. Et même si on n'est pas en mesure de décrire cette odeur ou d'identifier concrètement cette odeur, notre mémoire, disons-le comme ça, va garder quand même ce premier contact dans un petit tiroir. Puis la prochaine fois qu'on va être en contact avec cette odeur, qu'est-ce qui va arriver? Notre mémoire va aller ouvrir ces petits tiroirs et va faire un référencement entre odeur, souvenir, espace et moment concret. Et bon, j'ai oublié d'apporter mon petit rubrique. Dans le fond, j'ai mon mari qui va récupérer les petits cubes parce que j'ai préparé pour vous une petite métaphore. Moi, je l'appelle la métaphore du Rubik. Donc, je vous explique ça. Dans le fond, je me sers du cube Rubik pour dire que quand on peut, dans le fond, voir dans le Rubik les faces qui sont, les faces qui sont comme ça, pleines, pour moi, je dis, c'est comme ça qui se passe dans notre cerveau. C'est-à-dire, on est en train de reconnaître à ce moment-là une odeur qui est nette, qui est claire, donc pas de souci avec cette odeur. En revanche, quand on va être en contact avec des odeurs dans une ambiance différente, des odeurs qu'on ne peut pas reconnaître, oui, notre mémoire, ce qu'il va faire, va les s'enregistrer, va les garder dans ces tiroirs que je disais tantôt, et peut-être plus tard, comme j'avais expliqué, elles vont devenir, dans ce nouveau contact, des odeurs qu'on va reconnaître. Donc, j'espère que vous allez garder en tête la métaphore de Rubik que j'ai inventée pour décrire comment ça se passe, les référencements de notre mémoire en lien avec les odeurs et les espaces. Et j'espère vraiment aussi, que la prochaine fois que vous allez sentir la ville, vous allez le faire en ouvrant vraiment grand vos narines, parce que les espaces, oui, on peut les voir, on peut les percevoir à travers les visuels, mais aussi on peut les sentir. Puis il y a énormément d'espaces olfactifs dans notre urbanité qui sont prêts à être découverts. Je m'appelle Maria José Visconti, étudiante à l'INRS à la maîtrise en études urbaines. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre écoute attentive et je reste ici pour la période de questions. Merci beaucoup. Moi, ma question, c'était plus, quand on associe une odeur, imaginons négativement, est-ce qu'on peut changer cette association ou c'est quelque chose qui est très dur à changer, imaginons... Ouais. Oui, je comprends la question. Dans le fond, de ce que je comprends, c'est sûr que ça va être par association, par des moments vécus, par des souvenirs qu'on va générer par rapport à une odeur. Je ne connais pas tellement comment ça fonctionne, la question du traumatisme par rapport aux odeurs, mais je sais qu'il y a des techniques ou des interventions qu'on peut faire pour évidemment changer une perception négative pour qu'elle devienne positive. Donc à ce moment-là, j'imagine que ça va fonctionner justement par essayer, par reposition, je ne sais pas si je le dis bien là, mais puis essayer d'associer cette odeur à quelque chose de plus positif plutôt que négatif. Mais tellement intéressant la question parce que ça nous fait penser aussi aux questions, à la question des odeurs négatives parce qu'on a tendance à penser souvent aux questions des odeurs positives plutôt. Allô. Allô? Moi, ma question, ça revient un petit peu à ce qui a été dit avant, c'est est-ce que, par exemple, on pourrait trouver une odeur, on dirait neutre, qui ne fait pas trop d'effet, mais avec quelque chose qui devient très positif ou très négatif, on se met à adorer l'odeur ou à détester l'odeur. Est-ce que ça peut évoluer dans le temps? Ben, totalement, parce que, comme j'ai expliqué pendant la présentation, la question de la perception olfactive est très, très individuelle. Donc, je peux vous donner un exemple personnel. Moi, je n'aimais pas la mangue et je n'aimais pas avant la coriandre. Mais vu que la culture québécoise est très axée sur la nourriture mexicaine, ben, à un moment donné, je n'ai pas eu le choix. On va le dire comme ça. Fait que moi-même, en étant immigrante, puis j'habite ici depuis 18 ans, je peux vous dire que oui, pour moi, c'était des odeurs puis des goûts négatifs.
Puis d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que l'odorat et le goût sont très rattachés. Dans le fond, c'est l'odorat qui nous permet d'avoir du goût. Il suffit juste d'être enrhumé pour comprendre que ça ne marche pas quand notre nez ne fonctionne pas. Fait que oui, on peut remplacer justement ce genre de vécu par rapport à des odeurs négatifs qui deviennent positifs et vice-versa aussi, dépendamment de nos expériences. Merci pour la présentation. Je me demandais comment on étudie la perception olfactive, étant donné que c'est différent pour tout le monde et qu'on part tout le monde avec un bagage, disons, olfactif. Donc, comment on étudie ça dans un projet comme ça? Merci de cette question parce qu'évidemment, pendant la présentation, je n'ai pas parlé trop de ma recherche, les côtés plus techniques ou de la méthodologie. Mais pour répondre vite, dans le fond, à ce que je veux dire, que j'utilise des méthodes qualitatives pour que les gens répondent à des questions puis m'expliquent comment eux-mêmes ressentent leur quartier, leurs espaces. Donc, je travaillais pour ma recherche avec deux techniques que je laissais jumeler. Deux techniques de méthode qualitative. La première, c'est des parcours commentés, que c'est vraiment la personne qui décide de son parcours. Donc, il n'est pas préétabli à l'avance. Donc, c'est vraiment la personne qui va me raconter ce qu'elle ressent dans les espaces qu'elle fréquente. Puis aussi, elle va le raconter à travers son vécu, sa culture, etc. Puis, je jumelle cette technique-là avec des entrevues semi-dirigées qui me permettent d'approfondir ce qui est saisi dans les parcours commentés avec la personne. Donc, je peux parler du côté des méthodes Cali. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut parler des méthodes Canti. On serait prête à ajouter quelque chose à la réponse. Est-ce qu'il y a une autre question par là? En fait, j'ai deux questions. Oui. La première question, j'ai un passé un petit peu en génétique, alors ça m'intéresse beaucoup ton dégoût à la coriandre qui s'est guéri parce que c'est lié à un gène défectueux, le dégoût à la coriandre, qui associe le goût de la coriandre au goût du savon. Alors, est-ce que tu tolères maintenant le goût du savon ou bien ça ne goûte plus le savon? Moi, je pense, pour répondre à la question, c'est vrai, je sentais ça avant, là, quand j'ai goûté la coriandre, là, je sentais les savons, et on dirait que maintenant, j'ai les savons. C'est ça. Manger du savon maintenant, c'est ça? C'est ça qui arrive, je pense. OK. Mon autre question, un peu plus sérieuse puis un peu plus en lien avec ton projet de recherche, quand les gens, je sais, tu ne voulais pas trop parler des résultats que tu as obtenus jusqu'à présent, mais à ton avis, est-ce que les gens, quand ils partagent dans un parcours commenté, quand ils partagent leur impression olfactive, est-ce que c'est plutôt des impressions positives qu'ils vont te partager ou des impressions négatives, ou est-ce que c'est plutôt partagé comme partage négatif positif? Merci pour la question. Dans le fond, très intéressante cette question-là, parce que comme on disait tantôt, on a tendance à nommer tout le temps ce qui est positif. Mais heureusement, dans les parcours commentés, même dans les entrevues, ce qui ressort, c'est les deux. Puis aussi, on a abordé déjà un petit peu, il y a quelqu'un qui a parlé de neutralité. Par exemple, il y a plusieurs personnes qui ont dit qu'évidemment, ils détestent l'odeur des composts ou de la poubelle les jours de ramassage. Mais en même temps, ils sont prêts à vivre avec cette odeur en ville parce qu'il y a une association directe avec le fait que la ville après va être plus propre. Donc, puis ça revient un peu à ce que j'expliquais pendant ma présentation. C'est toujours une question de référencement avec notre mémoire aussi, des contextes, de comment nous, on est positionné face à ces odeurs et qu'est-ce qu'on pense de ces odeurs et ces circonstances où l'odeur se présente. Donc, pour répondre à la question, c'est assez partagé, puis il ressort de deux bords, les questions des perceptions positives et des questions négatives par rapport à la perception olfactive. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Reste une dernière question. Voilà. Oui, merci. Oui. Tu as mentionné à quelques reprises que les odeurs peuvent servir de point de référence, autrement dit de point de repère. De ce point de vue-là, est-ce qu'une odeur peut servir à s'approprier l'espace, de devenir la territorialité chez quelqu'un, de s'approprier que ce soit son espace urbain, local ou plus largement?
Merci pour la question aussi. Elle est vraiment intéressante. Puis ça permet aussi d'aborder un petit peu quelques, on va dire, découvertes à travers ma recherche. Et pour l'instant, comme j'avais dit, je suis à la phase préliminaire de l'analyse. Mais je me rends compte que oui, il y a beaucoup de personnes qui ont participé à mon étude, qui évidemment ont un fort attachement à des espaces à travers justement leurs repères olfactifs, que ce soit des magasins ou que ce soit l'odeur de chez eux. Ils m'ont parlé beaucoup de comment ces odeurs interviennent dans leur, non seulement référencement, je dirais, à leur sentiment d'appartenance à ces espaces, puis aussi à l'échelle du quartier. Parce que j'en ai eu justement qui m'ont dit qu'ils ont déménagé à maintes reprises, mais dès qu'ils habitent, dans mon cas, c'était dans le cas de Villeray, ils ont trouvé que, évidemment, tous ces petits, on va dire, microclimats qui s'est généré avec les commerces locaux, bien évidemment, il y a une forte incidence dans leur sentiment d'appartenance, surtout à travers les cafés, les boulangeries, les restaurants, etc. De rien.